Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier Sun Culture de la saison, votre rendez-vous hebdo avec les acteurs de la culture de notre territoire en compagnie aujourd'hui de Cédric Huchet. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes programmateur art numérique à Stéréolux, le Stéréolux qui accueille donc dans quelques jours du 8 au 19 septembre la 19e édition du Festival Scopitone. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le Festival Scopitone de retour à Nantes après une année blanche l'année dernière, crise sanitaire oblige, le festival avait été annulé. Un retour teinté de joie, d'impatience, donc on l'imagine à quelques jours du début de cette 19e édition. D'impatience absolument, de joie et puis surtout de libération, parce qu'une année blanche ou noire comme celle qu'on vient de vivre tous là, c'est très très pesant et ça nous réservait des horizons bien sombres qui se sont libérés tout récemment. Donc on espère en sortir, mais surtout on a voulu être présent cette année. C'est une édition qu'on a décidée il y a quand même quelques mois maintenant, hein. C'était au printemps. Je dis ça parce que ça explique certaines remarques très juste, mais qui mérite des éclaircissements pour savoir pourquoi le format cette année, pourquoi ce format-là, et pourquoi pas le format tel qu'on le connaissait les années d'avant. En fait, on a voulu mettre en place une édition qui allait pouvoir se réaliser un peu quelles que soient les conditions sanitaires qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc voilà, on est dans une situation aujourd'hui qui se libère un peu, mais en tout cas le festival est là, il est bien là et on l'attend avec impatience. Alors un format un petit peu modifié, on va y revenir, mais ça a été répété, ce sont les termes qui ont été choisis pour présenter cette nouvelle édition. Vous avez conservé l'ADN Scopitone. Alors c'est quoi justement l'ADN Scopitone ? Aïe, question piège, c'est long de répondre à ça. En quelques mots, l'ADN Scopitone, c'est évidemment sa baseline, donc les arts numériques et les cultures électroniques. Mais c'est avant tout, je pense, quelque chose qui explore, qui donne à voir, à découvrir, qui ouvre aussi ce champ du numérique et des cultures électroniques à un très large public, en âge, en provenance, en habitudes culturelles, en appréhension de ces formes et de ces outils et de ces disciplines artistiques. Et c'est surtout quelque chose qui a envie de surprendre et qui a envie de laisser des belles images dans la tête. Alors le festival, il investit cette année plusieurs lieux nantais avec un programme comme chaque année assez éclectique, on va en reparler. Alors parmi les grands rendez-vous de cette édition, une exposition Hypernature qui sera présentée au Stéréolux tout au long du festival. Plusieurs installations, une petite vingtaine qui vont interroger notre rapport à la nature. Comment est-ce que vous avez réfléchi, pensé cette thématique ? Alors il n'y a pas de relation directe avec la situation sanitaire dans laquelle on est encore un peu englué. On pourrait, mais à la fois c'est très cohérent et c'est quand même malheureusement ou heureusement terriblement d'actualité. Mais effectivement c'était une façon d'aborder notre rapport à la nature et aux technologies et à travers ça à la fois de les fantasmer ou de les sublimer ou de tenter de les reproduire, de les expliquer, aussi de les critiquer ou de critiquer plutôt notre rapport et notre comportement et toutes les conséquences que peuvent générer l'activité humaine. Et puis une façon aussi d'essayer d'expliquer ou de reproduire ou de montrer des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément sur Terre d'ailleurs. Donc voilà, quelque chose d'assez panoramique, d'assez ouvert qui traitait finalement avec beaucoup de poésie de quelque chose d'à la fois léger, d'à la fois grave, en tout cas sérieux et d'à la fois très très contemporain. C'est vrai qu'on va pouvoir voir beaucoup d'œuvres dans cette exposition. C'est très éclectique. On parle d'une communauté d'abeilles, de l'Amazonie, du rapport au numérique, de la radioactivité, des tulipes. Ça foisonne un petit peu. C'était aussi le parti pris de montrer toute cette diversité de visions qu'on peut avoir. Complètement. Alors, c'est vrai quand on parle de nature ou de vivant ou d'organique et de numérique, on oppose souvent deux approches ou deux concepts qui ne sont pas forcément spontanément comme ça liés l'un avec l'autre. En fait, les artistes s'emparent énormément de ces sujets aujourd'hui, peut-être de plus en plus d'ailleurs, là pour le coup en raison de la crise sanitaire, mais ça fait plusieurs années déjà que les artistes se penchent sur ces questions et que c'est une façon pour eux, le numérique est un outil aussi pour montrer la relation qu'il y a avec cette nature et ce qu'on peut faire de pas très bien, mais ce qu'on peut aussi rêver et imaginer de meilleur. Alors est-ce que vous, peut-être personnellement, une œuvre ou plusieurs installations vous ont particulièrement touché, sensibilisé ? Ça, c'est des questions pas gentilles pour les artistes qu'on va pas citer, mais il y a toujours, oui, des belles surprises. Enfin, je citerai justement, vous parliez des abeilles.
le travail de Justine Aymar, qui est absolument extraordinaire, qui s'inspire vraiment du comportement des essaims d'abeilles et qu'elle reproduit ici dans un dispositif très très poétique, très sculptural. C'est du verre soufflé, il y a des petits scintillements métalliques, des sons qui émanent de ces sculptures, des petites lumières, et en fait on apprend comme ça, on essaie d'appréhender le comportement des abeilles, et les abeilles qu'on qualifie de sentinelles de l'écologie ou du système écologique nous rappellent aussi combien on doit faire attention à ces frêles équilibres. Puis je citerai aussi peut-être le travail de Sabrina Raté avec Floralia, une Québécoise qui réside en France maintenant et qui aborde le sujet des espèces végétales disparues à travers une espèce de musée virtuel, de musée 3D magnifique. C'est très très esthétisant, c'est très beau. On peut appréhender les choses en se contentant de regarder les vidéos, mais on peut aussi rentrer un peu dans le discours artistique qui est derrière et qui parle des espèces disparues qu'on essaie de faire revivre ou de conserver d'une certaine façon. Le sujet de la conservation est un sujet éminemment important dans le sujet des arts numériques et qui nous renvoie ici à effectivement peut-être le petit bout, le petit maillon que nous sommes dans l'échelle du temps. Alors toutes ces installations, elles seront à découvrir au Stéréolux, hormis une, il me semble, qui elle sera exposée au Jardin des Plantes à Nantes. Absolument. Alors vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, Scopiton, dans son ADN justement, c'est aussi une escapade comme ça, une espèce de petite toile d'araignée qui tisse ses escales sur la ville. Là, effectivement, au Jardin des Plantes, on a une pièce de Guillaume Marmin. Donc c'est notre Nantais de l'étape, mais enfin il est Nantais par son lieu de résidence, mais c'est un artiste international depuis quelques années déjà et qui propose Passengers, qui est un étrange petit couloir, un passage dans lequel il faut traverser pour vivre une expérience qui nous promène peut-être entre le passé et le futur. Voilà, quelque chose de très, très inspiré SF, mais vraiment chouette et qui au Jardin des Plantes aura un contre-pied parfaitement maîtrisé. Donc autant de réflexions qui seront aussi prolongées via différents temps, les rendez-vous du labo notamment, qui vont un petit peu avec les artistes, qui vont peut-être présenter leur œuvre et puis qui vont aussi pouvoir échanger avec le public. Absolument. Dans les rendez-vous du labo, il y a des événements qui sont à vocation professionnelle, mais aussi des événements pour les grands publics, notamment les mini-conférences avec les artistes qu'on propose à la conciergerie, qui donnent à voir, qui proposent un contact un peu plus intime, j'ai envie de dire, avec les artistes et leur démarche, et qui proposent de découvrir et d'aller un petit peu plus loin avec eux sur leur démarche artistique. Puis il y a des programmes comme Ambivalence qui portent aussi une très grande réflexion sur le sujet de l'écologie, du développement durable et de notre rapport, encore une fois, à la nature. Et puis d'autres rendez-vous professionnels qui ponctuent comme ça le festival. Et puis le Scopiton, c'est aussi de la musique, des lives, avec plusieurs soirées dédiées aux performances musicales. Alors, un peu largement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? On a essayé de construire quelque chose. D'habitude, à la Scopiton, il y a nos fameuses nuits électroniques qui, pour habitude, se sont pas mal d'années déroulées sous les nefs. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était question de faire quelque chose qu'on puisse mener à bout. Donc, on a renoncé à ce grand format, ce grand rassemblement, moitié couvert, moitié plein air, pour se consacrer à des formes artistiques qui sont empreintes de musique électronique ou d'artistes qui œuvrent généralement dans ce genre de nuit électronique, mais qui ont travaillé un peu comme tout le monde à adapter un peu les formats. Donc on a des performances qui vont être des lives audiovisuels ou des choses un petit peu plus posées ou un peu travaillées pour des configurations qui sont soit assis, soit debout, mais qui supportaient l'exercice d'une présentation dans un festival de musique électronique, mais avec les contraintes d'aujourd'hui. Donc finalement, on va quand même, je le précise maintenant, libérer un peu les contraintes qu'on s'était imposées sur le deuxième week-end au Warehouse, qui était un week-end annoncé en configuration assise et qui va pouvoir se dévoiler devant une jauge agrandie en format debout. Mais sur le premier week-end, en revanche, on va rester sur une configuration assise, une toute petite jauge, parce que les propositions artistiques le nécessitaient une attention, une écoute, une posture qui était plutôt dans le fait de regarder, d'écouter et d'apprécier sans le côté dance floor qui est aussi très appréciable et très attendu, mais d'apprécier différemment ces musiques de traverse. Adaptation toujours. Et puis peut-être pour conclure, d'ailleurs des performances musicales qui rejoignent aussi un petit peu le thème de l'hypernature.
Est-ce qu'il y a un lien Complètement. Quand on parle de Glitter et Mehmet Aslan, qui sont quasiment, à travers ce projet, des artistes écolo-militants, et c'est vraiment ce qu'ils ont envie de revendiquer, le projet de Parawan, qu'on n'attendait pas forcément dans cet exercice, et qui finalement va apporter quelque chose avec beaucoup de contenu et de réflexion justement sur le monde et sur l'évolution du monde. On a effectivement, ou même Ulysse Lefort et Trifem, qui sont des jeunes artistes mais très prometteurs et très brillants. On a des artistes qui ont effectivement une forme qui expriment en tout cas dans leur musique électronique quelque chose qui n'est pas lié qu'à la fête, qui inspire la fête, qui inspire le bonheur d'être ensemble et de profiter de ces musiques, mais qui aussi inspire une réflexion, un regard critique, quelque chose qui va un peu plus loin dans leur façon d'appréhender la musique, la façon dont on la fait d'aujourd'hui et la société dans laquelle on vit également, et ce qui nous amène à créer ce genre de musique. On a très hâte. En tout cas, merci beaucoup Cédric Huchet. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes donc programmateur art numérique à Stéréolux. On rappelle Scopitone, édition numéro 19. Ça commence le 8 septembre, ça dure jusqu'au 19 septembre. Vous pouvez retrouver cette interview, bien sûr, en replay, en podcast sur notre site leçonunique.com. À bientôt.